Merci beaucoup pour cette intervention extrêmement intéressante, passionnée, qui remet en perspective le conflit dans sa profondeur juridique et dans sa profondeur historique. C'est une approche que j'ai trouvée cohérente et extrêmement didactique. Je vous remercie, cher maître. Voilà, donc à présent, je souhaiterais passer la parole à notre grand ami, retardataire, qui a le courage de venir malgré un handicap certain. Je passe la parole donc à Monsieur Gérard Haddad, psychanalyste, psychiatre et grand connaisseur des enjeux à la fois politiques et, j'allais dire, moraux et culturels du conflit. Merci, merci. Je suis venu en boitant, parce qu'hier, en partant de la belle librairie de l'Olivier, je me suis probablement cassé un os du pied. Je peux vous assurer que c'est assez douloureux. Mais bon. Mais dans la tradition biblique, boiter n'est pas honteux, puisque notre ancêtre s'appelait Jacob, c'était le boiteux. Jacob boitait. Espérons que ma boiterie sera un peu de la qualité de celle de l'ancêtre, qui était d'ailleurs un homme plus droit que sa boiterie. Quoi vous dire? Depuis quelques mois, j'ai arrêté mes réflexions dans le domaine. Moi, je suis psychanalyste essentiellement, bien que j'ai quelques bricoles à côté. Je suis un spécialiste du riz. Je suis un agronome, j'ai travaillé des années au Sénégal, je suis médecin, je suis psychiatre, tout ça. Mais surtout, l'élément organisateur de ma vie, c'est la psychanalyse, telle qu'elle m'a été transmise par un monsieur très spécial, de mémoire bénie pour moi, qui s'appelait Jacques Lacan. Un type insupportable, mais dont l'action m'a paru tout à fait... Donc mes travaux habituellement ne portaient pas sur la politique. Je ne suis pas un homme politique. Mais vers le mois de... Très vite d'ailleurs, je me suis dit, devant les événements de Gaza et du problème palestinien en général, tenez, pas plus tard que tout à l'heure, j'étais avec cet instrument que vous avez tous et je retrouve un message d'un ami tunisien, une photo d'une machine qui ressemble beaucoup à une machine agricole, mais qui n'est pas une machine agricole, qui est une machine de guerre, une sorte de bulldozer, tracteur, qui porte derrière lui ce que j'appelais à l'époque je me rappelle plus comment je l'appelais, c'était pour faire des travaux en profondeur. Mais sauf... Une excavatrice. Non, mais c'est un seul truc comme ça. Bon. On en faisait pour faire des travaux en profondeur, pour faire du drainage. Mais là, c'est pas de drainage dont il s'agit, c'est à Jénine. Cette machine détruit les rues de Jénine. Ce sont des rues qui ont été créées et financées par l'Europe. Donc ça appartient quelque part à l'Europe. Enfin, quand on a financé un truc comme ça, il y a un suivi, un après-vente. Pourquoi détruire les rues de Jénine? Donc on est devant un phénomène tellement énorme, tellement multiple, que la raison défaille. On peut faire des brillants exposés, continuer. En fait, il m'est apparu très vite qu'on était devant une folie généralisée. Nous sommes dans la folie. Et donc, le concept de psychose, n'est-ce pas, qui a été un des éléments qui m'ont attiré dans l'enseignement de Lacan, qui était psychiatre. Il disait que la folie est le résultat de ce qu'il appelait une forclusion du nom du Père. Et donc je me suis lancé dans un travail de... Et ça, je crois qu'il faut qu'on le fasse. De l'histoire. C'est quoi cette espèce de piège idéologique dans lequel nous sommes tous pris? Juifs, Israéliens, Palestiniens...
Donc j'ai essayé de creuser un peu l'histoire, ce que j'ai appelé l'archéologie. C'est le terme d'archéologie est très précieux en France, à la suite d'un penseur qui s'appelait Michel Foucault. Mais Freud lui-même se voulait un peu archéologue. Il faut qu'on fasse l'archéologie du sionisme. Alors mon livre là-dessus n'est qu'une esquisse, un début. Il faudrait aller plus loin. Et je pointerai là-dedans l'importance du christianisme dans la naissance du judaïsme, du sionisme, peut-être du judaïsme aussi. Parce que souvent on dit que le judaïsme était avant le sionisme. En vérité, c'est pas tout à fait vrai. Hein. Le judaïsme tel que nous le connaissons, qui n'est pas le judaïsme de l'Antiquité, qui reposait sur un temple à Jérusalem, et où on faisait des sacrifices. À partir d'un moment, sous l'influence d'une école de pensée très intéressante qu'on appelait les pharisiens, évidemment la polémique évangélique les a rendus péjoratifs, mais en fait les pharisiens étaient des gens formidables, et c'est eux qui ont dit ça suffit, ces boucheries, ces sacrifices, etc. On créé un système qu'on appelait le judaïsme traditionnel, sous l'influence de quelqu'un qui s'appelait Rabbi Hanan ben Zakkai, peu importe, Hillel, etc. Ce gars-là ne voulait pas la guerre, il voulait consacrer les efforts de la nation, les idéaux de la nation devaient être l'étude et la reconnaissance de Dieu, en gros, et le respect du prochain, on peut dire que c'est ça. Si vous lisez le Guide des égarés de Maïmonide, il vous dira que Moïse, au départ, quand il a créé le judaïsme, l'ancêtre du judaïsme, il ne voulait pas tout ça, tout ce bordel de rites et tout ça. Il voulait simplement une religion de méditation et de respect de l'autre. Et c'est tout. Sauf que à l'époque, les païens, ils avaient je ne vais pas me lancer là-dedans. Les païens, ils avaient des petits temples partout, et à Vénus, à machin, à Zeus, à Jupiter, à tout ce que vous voulez. Et nous, alors, on n'a rien. Nous, c'est quoi ta religion? Un petit truc comme ça, là. On fait de la méditation. Et Moïse contraint, probablement, c'est ce que recouvre l'épisode du veau d'or. Il s'est dit, ah bon, vous voulez du temple? Eh ben, je vais vous en donner un. Mais ça suffit, hein, pas plus. Bon, bref. Donc, à partir de la destruction du royaume de Jérusalem par les Romains, s'est créé ce judaïsme. À la même époque que le christianisme. Ils sont nés à peu près en même temps, christianisme et judaïsme. Et probablement, Jésus-Christ, tel que je le vois, était un pharisien. Faut pas le dire, hein. Ça plaît pas à nos amis chrétiens, mais c'était un pharisien. D'ailleurs, si vous lisez les évangiles un petit peu avec un peu de recul, vous verrez qu'un de ses meilleurs amis était Joseph d'Arimathie, qui était un pharisien, et que lorsque on descend Jésus de la croix, celui qui le descend et qui lui fait les honneurs que l'on rend aux morts, était ce pharisien. Donc, vous voyez, bon, bref, on va pas... Là, nous sommes loin de toutes ces belles choses, nous sommes dans l'horreur, nous sommes dans la folie. Et donc, j'ai essayé, moi, comme ça, de réfléchir à cette notion. Il doit y avoir quelque part une forclusion. Une forclusion, c'est-à-dire le rejet radical d'une attache importante. Par exemple, ne pas reconnaître sa filiation, la rejeter complètement. Pas comme le névrosé de base qui dit « Ouais, mon père, c'est un sale con. » Mais c'est ton père, c'est un sale con, mais c'est quand même ton père. Mais celui qui dit « J'ai pas de père », il est dans la forclusion. D'accord ? Donc je pense qu'il faudrait faire des études objectives, tranquilles, sans passion, sans haine, sans colère, du génotype, si vous voulez, du sionisme. Alors le sionisme, tel que nous le connaissons, c'est-à-dire ce monstre barbare, n'est qu'une des formes du sentiment national juif. Tout le 19e siècle a été un siècle de mouvements nationaux. Les Italiens, ils voulaient d'abord se débarrasser des Autrichiens et du pape, et je ne sais plus qui encore, et puis ils voulaient faire... Bon, bref. Mouvement national italien, mouvement national allemand, mouvement national tout ça aussi orienté contre l'Empire ottoman, dans les Balkans.
Il y a eu donc tout ça, des tas de mouvements nationaux en Europe. Et les Juifs ont souvent... ils aiment bien faire comme les autres. Ah, bon, il y a eu un mouvement national juif. Il s'est créé avec des courants différents à partir du milieu du 19e siècle. Le premier auteur qui a eu cette idée, paraît-il, c'est Spinoza. Spinoza a eu l'idée dans le traité théologico-politique. Il a écrit un paragraphe, il a dit « Je pense qu'un jour, il y aura une entité, appelez ça comme vous voulez, politique juive se reconstituera. » Et il a eu un disciple qui s'appelait Moses Hess, qui était l'ami intime de Marx, et avec lequel ils ont créé la première internationale. Vous voyez un peu les autres. Et surtout, alors c'est là où mon étude manque, l'importance des mouvements chrétiens, et en particulier évangélistes, dans la naissance du mouvement national juif. Alors on parle souvent aujourd'hui des évangélistes américains, qui sont les principaux soutiens d'Israël. Le judaïsme américain n'est pas du tout comme il l'était autrefois. D'abord, 90% des juifs américains sont ce qu'on appelle des juifs libéraux. Et être un juif libéral en Israël, dans la communauté orthodoxe qui gouverne le pays, finalement, qui possède le ministère de l'Intérieur en tout cas, sont considérés comme des traîtres. C'est même pas des juifs. Il y en a même un qui a dit, un rabbin libéral, c'est pire qu'un capot à Auschwitz. Bon, vous voyez un peu comme disait mon cher Lacan, dont je vous parlais tout à l'heure, pourquoi est-ce que les juifs, on les aime pas? Alors il a dit, parce qu'ils sont pas gentils. On les aime pas, il a dit, pourquoi ont-ils mauvaise presse? Parce qu'ils sont pas gentils. Alors gentil, vous avez vu, il y a un jeu de mots là. Mais le sens même de gentil existe. Hein. Les juifs sont pas gentils. Ni entre eux, ni avec les autres. Et je sais pas pourquoi cette espèce de... Et donc... cette influence du mouvement chrétien sur la création de ce mouvement national juif ne date pas des évangélistes que nous connaissons aujourd'hui en Amérique et qui vont favoriser l'élection de Bolsonaro ou le soutien, comme l'a dit un jour ce brave Netanyahou, ce criminel de guerre, ou ce criminel tout court. J'en ai rien à foutre des juifs, moi j'ai les évangélistes avec moi. C'est fou ce qu'ils aiment. Il n'y a rien de plus antisémite que ces sionistes. Hein. Pour eux, les juifs de la galoute, comme on les appelle, ce sont des sous-hommes. Hein. Je peux vous le dire tranquillement, un juif galoutique, dont je suis un. Les vraies valeurs du judaïsme sont diasporiques. C'est pas moi qui le dis, c'est une femme qu'on n'aime pas beaucoup, moi je l'aime bien. Elle s'appelle Judith Butler. C'est elle qui a dit les valeurs du judaïsme sont des valeurs diasporiques. Et donc le mouvement chrétien 19e siècle, il y a eu comme ça pas mal d'auteurs, de penseurs chrétiens qui ont voulu créer non pas par amour des Juifs, mais au contraire par haine des Juifs. Aujourd'hui, il n'y a rien de plus antisémite que les évangélistes sionistes. Il y en a un, quoi. C'est pas parce que je vais pas parler comme Raphaël Antoven qui traite d'antisémite toute personne qui lui plaît pas. Hein. Il s'agit de choses vraies. Ces gens-là, je sais plus comment il s'appelle, le grand pasteur ou je sais pas quoi, a écrit des textes. Il faut que tous les Juifs se trouvent en Palestine, parce qu'à ce moment-là, le petit Jésus redescendra sur terre et il va massacrer tous les Juifs. Ah ben c'est bien comme programme quand même. Qui se convertissent pas. Mais ceux qui se convertissent, bien sûr, ils sont les bienvenus, les autres. Donc dès le 19e siècle, il y a eu des courants, il faudrait travailler cette question des courants chrétiens européens. En particulier, ce fameux Balfour dont on parle, qui a fait la déclaration, appartenait à ce courant-là. C'est pas du tout... À l'époque, le Premier ministre était un certain George Lloyd. Lui aussi, il appartenait à ça. Il y a donc comme un complot, je dirais, je ne vais pas faire le complotiste, bien que ça m'arrive des fois, une espèce de volonté comme ça. Parce que, revenons à ma psychanalyse, Lacan avait eu cette expression étonnante, la politique, c'est l'inconscient. Il a lancé ça comme ça. Là.
C'est-à-dire que beaucoup de choses qui se passent au niveau de la politique, on croit, ouais, on voit ça dans les journaux, à la télévision, sur YouTube, surtout sur YouTube aujourd'hui, parce que la télévision française est devenue la catastrophe que vous savez. Hein, il se passe plus rien, c'est que des conneries et des fake news, comme on dit. Tous ces penseurs qui pensent saisir les événements, en fait, ils savent pas que derrière tout ça, il y a un mouvement inconscient qui se passe et que nous devrions essayer de déchiffrer. Moi, j'ai bien aimé cette phrase « reconfigurer le Moyen-Orient ». Mais pour le configurer, comment? Mais on n'arrête pas de le reconfigurer. Il y a eu en 1917 un brave, encore un Anglais, là, Spike Picot, et le Français Picot, ils se sont mis ensemble et ils ont reconfiguré déjà. On n'arrête pas de reconfigurer. Alors la France a dit ouais, moi il me faut un petit bout libanais. Bon, allez d'accord, te donne un petit bout libanais pour que, etc. Alors maintenant on recommence. Ils veulent faire mieux que Sykes-Picot. Ils jouent à quoi avec nous? Ils veulent aller où dans leur reconfiguration? En tout cas, donc tout à l'heure vous avez bien fait de pointer que le nationalisme n'a rien à voir avec le sentiment national. Ne pas aimer son pays, c'est qu'il faut être malade. Mais c'est pas du nationalisme. Ça s'appelle le sentiment national. Vous habitez en France, vous êtes français, c'est normal. Vous êtes algérien, aimer son pays, c'est la chose la plus normale. Le contraire est pathologique, je dirais. Le nationalisme, c'est pas ça. Le nationalisme, c'est de faire de son pays la vertu suprême et que tous les autres sont des sous-hommes. C'est ça le nationalisme. Mon cher Leibowitz avait dit un jour, il avait cité un auteur autrichien qui s'appelait Goldziher. J'imagine que personne ne le connaît. Moi-même, je ne le connaissais pas beaucoup et je ne le connais pas tellement encore. Bref, c'est un Autrichien du XVIIIe siècle qui a écrit des pièces de théâtre. Et il a écrit cette phrase, il a dit « Le nationalisme est le plus court chemin vers la barbarie. » Le monde arabe a payé cher son nationalisme. Il a un peu raté toutes les décolonisations. Moi, je pense à mon cher pays, la Tunisie. Quand on a décolonisé la Tunisie, il y avait 300 000 Italiens, on les a chassés, on a perdu énormément. On a un peu poussé les Juifs vers la porte. Pourquoi faire? On a perdu quand même. Le nationalisme, c'est pas bon. Monsieur Nasser a laissé l'Égypte dans le plus mauvais état que lorsqu'il l'a trouvé. Et ça, c'est un ami à moi, Béchir Ben Ahmed, journaliste, fondateur du Jeune Afrique, avec qui j'ai collaboré pendant une dizaine d'années, qui m'a appris ça. Nous sommes devant une terrible tragédie, la tragédie du peuple palestinien. Le peuple palestinien, il a une particularité. Il est formé d'êtres humains. On a oublié ça. C'est la seule chose qu'il faut jamais oublier. Vous pouvez tout oublier sauf celle-là. Nous sommes des êtres humains. Le coup de génie de la Bible, c'est quoi? C'est d'avoir dit qu'au départ, il y avait Adam et Ève, à deux, ils ont créé toute l'humanité. Il n'y a pas une race supérieure, une race inférieure, les fonctions sont différentes. Mais il n'y a pas de race inférieure dans l'enseignement biblique. Je me permets de le rappeler. Alors voilà. Cette forclusion que monsieur... Alors, revenons... Ce nationalisme fondé par Herzl. Avant lui, il y avait des gens pas mal. Hein. Je prends un type que j'aimais beaucoup, que j'aime toujours beaucoup, qui s'appelait Eliezer Ben Yehuda. Lui, il voulait faire renaître la langue hébraïque, qu'il y avait des Juifs qui étaient massacrés dans les pays de l'Est, en Ukraine par exemple, et dans toute la région de résidence, là, et cherchait un... Je suis sûr que ces gens-là, disons une centaine de milliers, qui sont allés, pour beaucoup d'ailleurs, aux États-Unis. Je pense que s'ils étaient venus en Canaan, en Palestine, avec une volonté d'amitié, je suis persuadé que les Palestiniens, les Arabes de Palestine, les résidents, les auraient accueillis comme ils savent accueillir. En Tunisie, on a accueilli 2 millions de réfugiés libyens. Le Liban, à un moment donné, il y a dans le génie arabe l'hospitalité. Je pense que si on n'était pas arrivé, et il n'était pas arrivé, parce que moi j'y suis pour rien, hein, si ces gens-là n'étaient pas arrivés avec le poing fermé
mais avec les bras ouverts, on aurait pu créer une entité, puisqu'on aime beaucoup ce mot, une entité politique nouvelle où juifs, chrétiens, musulmans auraient collaboré et on aurait fait un petit bijou politique, un peu comme la Suisse. Moi, j'ai une admiration, excusez-moi de le dire, j'ai beaucoup d'admiration pour la Suisse. La Suisse, pour moi, est un bijou d'organisation. Pourquoi? Parce que je ne sais même pas qui est le président de la Suisse. Je ne sais même pas qui est le ministre des Finances de la Suisse. Et pourtant, c'est l'économie la meilleure du monde. Moi, vous savez, je suis un théoricien en psychanalyse, ce que j'ai appelé le complexe de Caïn. Parce que mon cher Freud, il avait tout braqué sur le complexe d'Oedipe. Le fils ou la fille, mais surtout, le fils veut tuer son père. D'accord, ok. J'ai cherché beaucoup dans ma tête, je ne me rappelle pas quand j'ai voulu tuer mon père. Mais bon, malgré 10 ans d'analyse. Par contre, ce qu'il y a, c'est qu'on observe, et c'est ce que la Bible nous enseigne dès le chapitre 4, à l'origine de l'humanité, il y a un fratricide. Un frère tue son frère. Caïn tue Abel. Ce modèle-là, de la fraternité meurtrière, que j'appelais complexe de Caïn, est fondamental et fondatrice. Toute la Bible ne parle que de ça. Faire en sorte que ce crime de Caïn n'ait pas lieu. Eh bien, il y a un pays qui a réalisé, qui a surmonté son complexe de Caïn, c'est la Suisse. Il y avait 3 peuples, un allemand, un français, un italien. Ils se faisaient la guerre depuis tant d'années. Et puis un beau jour, ils ont surmonté leur complexe de Caïn et ils ont créé la Confédération. On me demande de... Bon, mais moi, la Confédération helvétique. Sachez que le rêve helvétique est fondamental dans le sionisme. Congrès de Bâle, vous allez me dire, mais pas seulement. Le système militaire israélien est calqué sur le système suisse. Parce que en Suisse, vous faites des périodes tous les ans. Et le système des tyronoutes, je ne sais pas comment ça s'appelle ça, en Israël, tous les gens, ils ont pris le système suisse. C'est fou le fantasme suisse qu'il y a chez les Israéliens. Dès qu'ils voient 3 arbres ensemble, un petit bosquet, c'est comme la Suisse. Moi, j'ai vécu là-bas, je peux vous dire. Ils ont une espèce de... Puisse la Suisse influencer, créer un système politique similaire à la Confédération helvétique, où il y aurait... Eliezer Ben Yehuda, dont je vous parlais, avait eu le rêve, au départ, il voulait créer un État confédéral à Canaan, appelons-le Canaan, ou en Palestine, si vous voulez, un État confédéral, où il y aurait eu des cantons, juifs, chrétiens, machin, musulmans, un État binational, cantonal, confédéral, Jérusalem la capitale, et où tout le monde aurait eu les mêmes droits et les mêmes devoirs. C'est vraiment... Ça serait ça le Messie, au fond. C'est que la Suisse devienne... que la Palestine devienne une nouvelle Suisse au Moyen-Orient. Autant vous dire, comme je suis fatigué, je me permets d'être optimiste, mais dans le fond de l'air, c'est pas tellement ça qui se dessine, hélas. Mais comme disait quelqu'un qui s'appelait Guillaume d'Orange, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Puisse la Suisse et son esprit confédéral inspirer ces folies moyen-orientales. J'ai 2 minutes encore? Oui, oui. Ben, je ne les prends pas, je vous les laisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Gérard Haddad. On a retenu donc que le sionisme est une forclusion du judaïsme et que... Herzélien. Oui, voilà, herzélien, celui qu'on connaît aujourd'hui, ce sionisme barbare, criminel, est une forclusion du judaïsme. C'est très intéressant. Ça remet une perspective théologico-spirituelle encore plus large que la perspective historique avec laquelle nous avons commencé. Et maintenant, je passe la parole à notre ami et camarade Saïd Bouhamama, qui est politologue, sociologue, qui est un anthropologue et un spécialiste des questions stratégiques de décolonisation. C'est aussi un anthropologue de la société française. Merci. Je peux avoir mon téléphone. Oui. Juste pour, avant de commencer, pour faire écho au rêve qui était... au rêve qui ne s'est pas réalisé, qui a été émis
je voudrais citer cette phrase de Yasser Arafat, du 13 novembre 1974, devant l'Assemblée générale des Nations unies, qui nous dit « Si cette immigration des Juifs en Palestine avait eu pour but de leur permettre de vivre à nos côtés, en jouissant des mêmes droits et en ayant les mêmes devoirs, nous leur aurions ouvert les portes dans la mesure où notre sol pouvait les accueillir. Tel a été le cas pour les milliers d'Arméniens, de Circassiens, qui vivent parmi nous en tant que frères et citoyens, bénéficiant des mêmes droits. » Il a dit ça. Oui. C'est formidable. Mais que le but de cette immigration soit d'usurper nos terres, de nous disperser et de faire de nous des citoyens de deuxième catégorie, c'est là une chose que nul ne peut raisonnablement exiger de nous. C'est pour cela que dès le début, notre révolution n'a pas été motivée par des facteurs raciaux ou religieux. Elle n'a jamais été dirigée contre l'homme juif en tant que tel, mais contre le sionisme raciste et l'agression flagrante. Voilà, c'est le même rêve que celui que tu décrivais. Oui. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est sur la responsabilité pénale, dont je ne suis pas spécialiste, mais je pense que, effectivement, en ayant le réflexe de recontextualiser historiquement et de recontextualiser aussi géopolitiquement, on peut saisir pourquoi l'arme du droit est une arme importante aujourd'hui. Autant nous devons nous saisir de toutes les armes pour faire reculer la barbarie qui se met en place aujourd'hui, et pas seulement aujourd'hui, mais qui a pris cette forme-là pendant toute cette année et plus, autant il ne faut jamais oublier que le droit est toujours l'expression d'un rapport de force. Il faut faire extrêmement attention à ne pas s'illusionner sur le droit international. Le droit international est une arme, et en même temps, ça correspond à un état du rapport de force, et c'est important de l'avoir en tête. Rappelons que l'esclavage a été un jour légal. Rappelons que la colonisation a été un jour légale. Rappelons qu'on a légiféré et qu'en termes de droit, on posait la question dans le code noir d'un droit qui justifiait l'esclavage. Le code de l'indigénat pour la colonisation. Autrement dit, le droit n'est jamais quelque chose d'abstrait et qui plane au-dessus des sociétés. Il est toujours le reflet d'une société. Que ce soit dans sa formulation, comme dans son interprétation. Et donc, aujourd'hui, nous sommes, à mon sens, dans une période de transition. Il y a des choses qui bougent. On ne l'a pas fait exprès, mais je suis à mon 100e débat depuis la sortie de ce livre, qui s'est accéléré. C'est un livre de longue haleine qui s'est accéléré à cause du drame actuel. Au 100e débat, en moyenne 2 par semaine. Alors si je le cite, c'est pas pour glorifier, c'est juste pour dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau des consciences populaires par rapport à la question palestinienne. Il y a quelque chose qui a bougé. Le peuple palestinien l'a payé très cher, mais quelque chose a bougé. Absolument. Et donc c'est le moment d'utiliser toutes les armes possibles. Alors, répondre à la question du droit international par rapport au génocide, saisir les enjeux de ce combat juridique, c'est, à mon sens, d'abord répondre à 2 questions. La première, c'est: le génocide actuel est-il étonnant? Ou au contraire, faut-il nous étonner de notre étonnement? La seconde question, c'est: y a-t-il une limite au soutien d'un certain nombre de grandes puissances à un État ou une entité, je partage le questionnement sur le terme d'État, qui mène un tel génocide? Est-ce qu'il y a une limite? Beaucoup de gens se sont posé la question pendant toute cette année. Pour répondre à cette question, il me semble qu'il faut aborder trois aspects. D'abord, rappeler quelques fondamentaux de ce qu'est la colonisation. Secondo, caractériser notre séquence historique. Nous sommes dans quel monde aujourd'hui? Et troisièmement, interroger les dimensions du souhaitable aujourd'hui. Très rapidement, s'il y a des questions, on pourra y revenir, et tout ce que je vais dire, je vous demande de me croire, mais vous pourrez feuilleter tout à l'heure et vous verrez que tout est documenté, avec des documents de la CIA, avec des documents du mouvement sioniste, avec, en fait, on a les éléments qui nous permettent en réalité de contextualiser tout ça. Simplement, eh bien, ils sont éparpillés, donc là, c'était juste un effort pour les regrouper. Quelques fondamentaux sur la colonisation. Toutes les colonisations sont dramatiques et toutes les colonisations sont des violences. Simplement, il y a une typologie des colonisations. On peut distinguer au moins 3 formes.
Et si je le dis, c'est pour qu'on puisse positionner le sionisme par rapport à ces trois formes. Il y a d'abord les colonisations d'exploitation, un peu ce qu'ont connu beaucoup de colonies françaises d'Afrique subsaharienne, dans lequel il n'y a pas besoin d'une présence énorme de colons européens. Il faut une armée. Et le but, le but de la colonisation, comme on parle de but de guerre, on peut parler de but de la colonisation d'exploitation, c'est d'exploiter au maximum les ressources et la force de travail. Il n'y a aucun autre projet derrière. Second type de colonisation, la colonisation de peuplement, qui a pour vocation d'installer un autre peuple, soit totalement en faisant disparaître le peuple déjà présent, soit partiellement pour exploiter la main-d'œuvre que constitue ce peuple. La colonisation sioniste est à l'évidence une colonisation de peuplement par définition, puisqu'elle se définit elle-même comme cela. Troisième type de colonisation, trop peu abordé, et qui me semble essentiel pour comprendre la situation au Moyen-Orient, ce que j'ai proposé d'appeler, puisque je n'ai pas trouvé d'auteurs qui lui ont donné un nom, ce que je propose d'appeler la colonisation collective. C'est lorsqu'une colonisation et qu'un pays colonisateur n'a pas suffisamment de ressources pour coloniser pour son propre compte, et qu'il colonise donc pour le compte d'un certain nombre, d'un cartel de grandes puissances. Ça a été le cas du Congo. Vous savez qu'au Congo, c'était pas une colonie belge, c'était une colonie du roi des Belges. Pourquoi? Il faut aller regarder les discussions qui ont abouti à cette décision-là. Tout simplement parce que l'enjeu du Congo en termes de ressources était tel que toutes les puissances voulaient avoir leur place sur place. Et donc, ils ont choisi un gérant pour servir les intérêts de tous. Les capitaux allemands ne pouvaient pas s'investir en Algérie, c'était réservé aux capitaux français. Par contre, dans le Congo, les capitaux allemands, états-uniens, etc. pouvaient s'investir. C'était un colonialisme collectif. La colonisation sioniste est un colonialisme collectif. Si on n'a pas ça en tête, on ne comprend pas pourquoi il va y avoir un soutien total, malgré des actes comme ceux qu'on connaît aujourd'hui. Alors, si c'est une colonisation de peuplement, eh bien, toute colonisation de peuplement est tendanciellement génocidaire. De rappel, la colonisation de l'Algérie. Si on prend l'auteur qui a le plus documenté cela de manière la plus sérieuse, à mon sens, qui est Kamel Kateb, c'est les travaux les plus récents, il évalue à 4 millions la population de l'Algérie au moment de la conquête, en 1872. Donc, moins de 50 ans après, on a déjà 825 000 morts de la colonisation. C'est-à-dire qu'il y a 20% de la population qui a disparu en moins de 50 ans. Djilali Sari, un autre auteur, lui, considère que on est à 25%. En gros, on a un quart de la population, donc on est devant une logique génocidaire. Si on prend la Kanaki, 100 000 habitants en 1800, 28 000 en 1900. On est sur une... la Nouvelle-Calédonie, la Kanaki. On est sur toutes les colonisations de peuplement en une logique génocidaire. Ça ne veut pas dire que consciemment on veut génocider, mais ça veut dire que la logique qui mène à cette colonisation conduit tôt ou tard à développer le génocide. Et peut-être que certains vont le freiner dans un contexte particulier, mais leurs successeurs vont l'accélérer. Et sur le long terme, c'est une logique génocidaire qui s'impose. Nous aurions tort de limiter, même si c'est le plus scandaleux, le génocide à la dimension uniquement des décès. Les génocides, c'est l'effacement d'un peuple, d'un territoire. C'est pour cela que les sionistes accordent autant d'importance, mais comme en Algérie à l'époque, etc., à changer les noms des rues, changer les noms des sites, faire disparaître ou s'approprier l'artisanat, la culture palestinienne. Et, vous savez que même la cuisine palestinienne est revendiquée par les sionistes comme étant hébraïque, etc. Donc on a un travail sur le symbolique, on a un travail sur le physique, on a la destruction d'un peuple. Le génocide doit s'entendre comme l'effacement d'un peuple, du physique, comme dans toutes les autres dimensions. Ça, c'est sur la dimension colonisation de peuplement. Sur la dimension colonialisme collectif, il suffit de regarder la région. C'est un nœud stratégique qui domine la région, domine une grande partie du monde. C'est une région qui est à l'intersection de l'Afrique, de l'Asie et de l'Europe. Si au plus loin que vous remontez, vous voyez que cette région est un enjeu.
On vous a parlé dans vos manuels scolaires, vous avez vu à l'école que les croisades, c'était des dimensions religieuses qui expliquaient les croisades. Regardez la place de cette région dans le commerce déjà à l'époque et en quoi la maîtrise de ce coin était déjà un enjeu. Ajoutez à cela le pays qui va le plus aider le sionisme à devenir un projet réalisable, c'est-à-dire la Grande-Bretagne. C'est quoi l'enjeu de la région pour la Grande-Bretagne? C'est une région qui est un lieu de passage pour l'Empire des Indes, qui est considéré comme le joyau, que Marx considère comme étant la base de l'industrialisation de l'Angleterre. Autrement dit, si vous regardez la place économique de cette région, la place commerciale, le couloir de transfert, vous comprenez un certain nombre de choses. Vous rajoutez le percement du canal de Suez qui va accélérer les choses, vous rajoutez la découverte du pétrole, vous rajoutez les mutations du monde aujourd'hui, j'y reviendrai à la fin, qui font de cette région un enjeu encore plus important, et vous comprendrez que les États-Unis ne lâcheront pas Israël, quelle que soit l'ampleur du massacre, sauf s'ils ont plus à perdre en continuant à soutenir l'État sioniste. Ce qui veut dire qu'une part de la responsabilité renvoie à nous qui habitons dans les pays qui soutiennent Israël aujourd'hui. Alors, c'est quoi la séquence actuelle par rapport à cette dimension de génocide? Pour bien la saisir, ayant en tête que, après 1945, lorsque l'impérialisme hégémonique que sont les États-Unis vient remplacer l'ancien impérialisme hégémonique qui était la Grande-Bretagne, on a un transfert du parrain. Le parrain du sionisme qui était la Grande-Bretagne, eh bien, s'arrête et c'est les États-Unis qui deviennent ce parrain. Et je parle bien de parrain. Au milieu d'abord. Et la France au milieu d'abord. J'en dirai un mot après sur la France. Lorsque cela se met en place, on a dans la région l'idée que pour durer, pour s'installer durablement, il faut éviter l'émergence d'un certain nombre de nations qui pourraient s'opposer. Donc il y avait une construction nationale en Syrie, en Irak, etc., avec effectivement une dimension panarabiste qui était un peu idéologiquement, romantique, etc. Mais il y avait ces constructions nationales-là. La construction d'Israël à cet endroit-là est un frein à tous les processus de construction nationale. Autrement dit, les pays arabes ont leur sort qui est lié à cette région du monde, qui est lié à cette place d'Israël, et leur avenir, l'avenir de ces peuples, leur sort est lié à celui du peuple palestinien. Alors, depuis, les choses ont évolué. Depuis, le monde a été complètement bousculé par, en particulier, la disparition du monde bipolaire qui était issu de la Seconde Guerre mondiale. Avec la disparition de l'URSS, eh bien, on a eu cette disparition du monde bipolaire. Et les États-Unis ont été très intelligents et ils ne le cachent pas. Les documents, je peux vous assurer que c'est par dizaines qu'on les trouve. On a une stratégie qui consiste à dire comment faire pour ancrer dans la durée le monde unipolaire que nous avons hérité un peu par, ils étaient entièrement surpris, ils n'y croyaient pas à la chute de l'URSS, même s'ils l'avaient préparé depuis longtemps. Et c'est dans ce cadre-là que l'idée d'une chirurgie sociale et politique de toute la région est mise en place. Mais pas seulement de la région, également de l'Afrique. C'est l'idée de créer des nations ethniques et de faire éclater un certain nombre d'États qui sont des États que l'histoire a créés de manière multiethnique, et vous aurez les guerres d'Irak, les guerres de Syrie, les guerres d'Afghanistan, etc. Et vous avez aujourd'hui des menaces sur l'Algérie, par exemple. On voit bien en quoi un certain nombre d'États qui pourraient s'opposer à la logique hégémonique mondiale sont aujourd'hui l'objet de cet éclatement, de balkanisation, de cette chirurgie sociale et politique. Alors si on a bien ça en tête, ça veut dire que, en réalité, la Palestine est le nœud stratégique des rapports de force mondiaux. Pourquoi cela?
Eh bien parce que le rêve des États-Unis ne s'est pas réalisé. Il y a eu l'émergence d'autres dynamiques. Indépendamment de notre analyse qu'on peut faire sur tel régime politique ou tel homme politique, un certain nombre d'États, d'hommes politiques, de nations se sont retrouvés en opposition avec l'hégémonie états-unienne et occidentale en général. Et ils n'ont qu'un seul point commun. Hein. Ils ont des projets politiques différents, ils ont des intérêts différents, mais ils ont un point commun. C'est qu'aujourd'hui, les règles du commerce mondial qui fonctionnent en faveur du monde occidental les empêchent, eux, de se développer. Ça va être l'émergence d'un monde multipolaire. Plein de contradictions, plein de limites, etc. Mais il y a un monde multipolaire qui se met en place. Et ce monde multipolaire, il faut l'éviter. Et pour l'éviter, il y a besoin de balkaniser et il y a besoin de maintenir un certain nombre d'États qui sont des gérants locaux des intérêts des grandes puissances. Je pense à Israël, bien entendu, qui est l'exemple historique qui a toujours été cette fonction-là. Je pense au Rwanda en Afrique, qui aujourd'hui, comme par hasard, est impliqué dans une agression contre le Congo par milice interposée. Je pense que le Maroc est un État que certains voudraient transformer aussi en gérant local des intérêts, des grandes puissances. Bref, il s'agit de restructurer le monde, hein, et la Turquie, etc. Bref, on a une restructuration du monde autour, pas seulement d'une intervention directe de l'impérialisme, mais de pôles, de relais, de gérants locaux, de gérants d'affaires sur l'extérieur. Alors, si on a ça en tête, du coup, on voit bien l'enjeu de la question de qualifier ce qui s'est passé de génocide. Et je pense que la séquence actuelle est une séquence qui est, pour la première fois depuis longtemps, propice à une véritable mobilisation. Le peuple palestinien, je suis d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure, n'a pas le choix que de continuer de résister. Il n'a pas le choix. Ou mourir, oui. C'est-à-dire que mais toutes les annales de l'humanité montrent qu'il n'y a jamais aucun peuple qui a accepté de mourir. On a des peuples qui ont été détruits, on a des peuples qui sont morts, mais moi je ne connais pas d'exemple de peuple qui ait dit bon, ok. Suicidé. Ouais. Donc on est sur une logique où la résistance est inévitable. Sous quelle forme, on n'en sait rien. Vous savez, les formes de la résistance, ça n'est jamais le dominé qu'il choisit, c'est toujours le dominant. Hein. Le dominé, il fait ce qu'il peut, avec ce qu'il a, et il prend des formes en fonction de ce qu'il y a autour de lui. Donc le peuple palestinien continuera à résister. Ce qui veut dire qu'on va avoir de nouveaux épisodes du génocide. Quand bien même demain, il y aurait pu de viol du cessez-le-feu et on laisserait la Cisjordanie tranquille là demain matin, peut-être que dans un an ou dans 6 mois ou dans un an, à partir d'un prétexte, on aura un nouvel étage du génocide. Et en même temps, pour la première fois depuis 1948, on a une prise de conscience mondiale. Le nombre d'États qui soit ont rompu avec Israël, soit ont voté la reconnaissance d'un État palestinien, quel que soit notre analyse. Hein, l'Espagne, l'Irlande. Oui. Donc on a, et puis au niveau des peuples, on a eu des manifestations comme on n'a jamais connu depuis 1948 là-dessus. J'ai beaucoup voyagé cette année. Je peux vous assurer que, par exemple, en Afrique, où il y avait la Palestine, c'était loin, on n'en parlait jamais. Pour la première fois, j'ai vu des manifestations au Niger pour la Palestine. C'était complètement un rêve auparavant, c'est pas une réalité. Et donc, on a en même temps une opinion publique qui a pris un certain nombre de conscience au travers de cela. Je pense que cela va durer. Bien sûr, ça ne prendra pas les formes que ça a pu prendre cette année avec des manifestations régulières, etc. Mais la prise de conscience, on ne pourra, à mon avis, pas revenir dessus. Ce qui veut dire qu'il faut lui donner des points de focalisation, des points de rendez-vous. Et je pense qu'au niveau, l'action des juristes, elle est extrêmement importante. Il faut mener le combat pour la caractérisation des génocides, mais il faut aussi, à mon sens, et c'est une proposition que je voudrais faire aux Suisses, parce que je pense que Genève est un bon lieu pour cela. Je pense que ça s'est déjà réalisé dans le passé, mais pas de manière massive. Il y a eu des tribunaux Russell internationaux sur la Palestine. Je pense qu'un tribunal Russell aujourd'hui, en public, peut réunir des milliers et des milliers de personnes. Je pense que réfléchir à cela, c'est-à-dire créer
un point de rassemblement autour de cette notion de génocide, pour que l'histoire ne s'arrête pas, parce que leur force idéologique au niveau des médias est telle que dans 3 mois, ils vont tenter de faire disparaître complètement l'idée même de génocide. Je pense que c'est quelque chose qui mériterait qu'on s'y arrête et qu'on puisse mobiliser là-dessus. Merci. Merci. Merci beaucoup, Saïd, pour cette synthèse vraiment extrêmement complète et très structurée, très cohérente. Donc, si vous le souhaitez, on peut passer maintenant aux questions et à la discussion entre nous, si vous en avez l'intérêt et le désir. Moi, j'ai une question quand même. Ouais. Comment expliquez-vous, je vais vous dire, votre analyse, elle est excellente. Ah, merci. Non, c'est pas pour que vous nous apprenez beaucoup de choses. L'histoire du colonialisme multiple, là, c'est quand même... et peut-être d'ailleurs qu'Israël, c'est un colonialisme multiple. Absolument, oui, oui. Comment vous expliquez quand même le grand scandale de l'attitude des pays arabes qui ont des ambassades en Israël? Comment expliquer que cette puissance qu'on appelle l'Égypte ne bouge pas le petit doigt? Comment vous expliquez que le royaume de Jordanie ait contribué à détruire les fusées iraniennes? Donc, ces 2 pays-là, déjà, qui ont des traités de paix avec Israël, pour moins que ça, ils auraient pu rappeler leur ambassadeur. J'aimerais bien votre lumière là-dessus. Bien sûr. C'est maintenant libre débat. Le modérateur n'a Alors, plus voix au chapitre. Là, c'est vraiment ce que je pense, là où j'en suis de ma réflexion. Hein. D'abord, je pense qu'il faut rappeler que ça n'est pas nouveau. Contrairement à un mythe sur le monde arabe aurait toujours soutenu les Palestiniens, ça n'est pas nouveau. Il faut se rappeler quand même qu'en 1948, lors de la guerre, la guerre de conquête des sionistes, il faut se rappeler que même si des États arabes entrent en guerre, d'abord, ils le font tard, et que dans cette guerre, ils ont leurs propres objectifs. Officiellement, c'est pour défendre les droits des Palestiniens. En réalité, on le sait, et je cite un certain nombre de documents là-dessus, des contacts sont déjà pris entre le roi de Jordanie et le mouvement sioniste, avec comme promesse, et c'est écrit tel quel, avec comme promesse que la Cisjordanie allait revenir à la Jordanie en échange d'un modus vivendi qu'on allait trouver. Absolument. Donc on n'est pas sur quelque chose de nouveau. Il faut se rappeler que la manière dont ont été constituées et la Jordanie et la Syrie, etc., est pleine d'influence de la Grande-Bretagne et de la France, etc. Et vous aviez raison, j'ai oublié d'en reparler tout à l'heure. On parle beaucoup de la Grande-Bretagne dans les débuts du mouvement sioniste. La France est l'autre puissance qui intervient fortement. Elle leur a donné la bombe atomique. Absolument. Mais même avant, la déclaration Balfour, tout le monde la connaît. Qui connaît la déclaration Combon? Balfour, c'est une déclaration privée. Combon, c'est une déclaration du ministère des Affaires étrangères français qui promet exactement la même chose que la déclaration Balfour. Donc on voit bien en quoi cette région était déjà... Je pense que les pays arabes aujourd'hui, il faut avoir en tête que il y a une non-compréhension du fait que leur propre stabilité, leur propre avenir dépend de la manière dont va être traitée la question palestinienne, dont elle va être résolue. Et je pense que l'illusion, et ils se réveilleront un par un avec la gueule de bois, l'illusion qu'ils vont pouvoir obtenir une stabilité pour se développer, pour faire leur commerce, etc., en abandonnant les Palestiniens, parce que c'est ça qu'il y a derrière. La logique des accords d'Abraham, c'est quoi? La logique des accords d'Abraham, c'est d'isoler les Palestiniens. Et c'est une logique qui s'inscrit comme deuxième étage d'une fusée, le premier étage de la fusée étant la stratégie d'Israël d'empêcher tout terrain pour la résistance. Ça a donné le massacre de Septembre Noir en Jordanie, qui a empêché les résistants palestiniens d'agir à partir de la Jordanie. Ça a donné la guerre civile au Liban et les interventions israéliennes au Liban qui ont obligé les Palestiniens à quitter le Liban
et à s'éparpiller, etc. Et donc le Liban devenant pour un temps interdit également pour les Palestiniens. Et le deuxième étage de la fusée, c'était les accords d'Abraham pour empêcher toute possibilité de résistance. L'État sioniste, comme ses parrains internationaux, c'est très logique en réalité. C'est empêcher la résistance de pouvoir exister. Ils savent très bien que les Palestiniens vont continuer à résister, donc il faut enlever toute possibilité de résistance. Et pour enlever toute possibilité de résistance, eh bien, il n'y a pas de secret, hein, ça mène au génocide. Quand malgré cela, malgré qu'ils sont isolés, malgré qu'il n'y a pas un pays arabe qui les soutient, il y a encore un 7 octobre. Sauf l'Iran. Sauf l'Iran, et je pense d'ailleurs que nous devons nous préparer à des stratégies de déstabilisation de l'Iran et de balkanisation de l'Iran, ou en tout cas de... voilà. Donc il faut qu'on garde ça en tête. Donc du côté des pays arabes, je pense qu'il faut qu'on renonce à tout culturalisme. Il n'y a pas de solidarité spontanée parce que les gens seraient d'une même culture arabe. Il y a des intérêts, et les intérêts de ceux qui dirigent ces pays ne sont pas les mêmes aujourd'hui que les intérêts du peuple palestinien. Par contre, les intérêts des peuples sont les mêmes, et je crois que dans les réactions spontanées des peuples, il y a la compréhension de cela. C'est vrai que vous alliez en Algérie, en Tunisie, au Liban, etc., vous avez quelque chose sur la question palestinienne du côté des peuples qui est immédiatement un signe de reconnaissance. Le plus bel exemple, c'est le Maroc, où vous avez un État qui reconnaît Israël, qui est en... Notre temps moderne. En même temps, pour favoriser une culture, une idéologie, une connaissance, une information. C'est l'ensemble de ces questions-là qui est posé aujourd'hui par cette nouvelle colonisation pour adhérer à une culture globaliste. Cette culture globaliste veut une sorte de reconnaissance au génie américain, une reconnaissance à la politique économique américaine, y compris à l'expansionnisme américain, c'est-à-dire tout le monde qui commence à intégrer, entre guillemets, cette idéologie de colonisation, se dit, mais je pourrais en profiter. Et on le voit aussi bien en Orient qu'en Europe. Parce qu'en réalité, pourquoi la disparition de ce que j'appellerais, moi, les idées souverainistes? Notre ami, si vous me permettez d'utiliser le terme, quand il dit appartenir à une nation et dire je suis français, je suis content d'être français et je suis même ravi d'être français, sans nationalisme, c'est-à-dire il n'y a pas d'esprit de supériorité, parce que j'aime ce pays, j'y adhère, c'est quelque chose d'important. En revanche, vous prenez nos responsables politiques dans leur, je dirais, dans leur extrême majorité, ils ne reconnaissent pas ces principes-là, je dirais, ces principes fondamentaux d'appartenance à un pays. Non, on appartient à ce que j'appellerais un esprit global. Et quand vous prenez cela en France, mais vous le prenez au Moyen-Orient, quand vous allez à Dubaï, ou quand vous allez au Qatar, ou quand vous allez en Arabie Saoudite, le signe de changement dans ces pays-là, c'est quoi? C'est l'occidentalisation et l'abandon de leur identité nationale au profit de la globalisation. Si vous ne voyez pas de Starbucks Café, ça veut dire que vous n'êtes pas ouvert. Si vous ne voyez pas de McDo, ça veut dire que vous n'êtes pas bien. Si vous ne voyez pas de Pizza Hut, ça veut dire que vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien. Mais on prend ces symboles culturels et vous les rajoutez à un système de pensée qui est généré par les réseaux sociaux. En réalité, on dit les réseaux sociaux, ça a permis aux médias alternatifs de développer, certes, mais ça a permis aussi aux autres, c'est-à-dire les détenteurs de l'esprit globaliste, de développer leur
idéologie et je dirais, de se faufiler un petit peu partout. Moi, j'appelle ça vraiment la théorie de l'eau, c'est-à-dire, ça se faufile partout parce qu'on ne peut pas y échapper. Il faut un esprit de résistance, il faut qu'il y ait un courant de résistance. Aussi, si vous me permettez, moi, je ne raisonne pas de manière confessionnelle, je ne raisonne pas de manière qui est fondée ou qui est axée sur l'opposition des religions ou même sur l'harmonie des religions. J'ai envie de dire, je m'en moque. Chacun a sa religion, il l'exerce ou il la pratique comme il l'entend, mais par contre, ce qui est important aujourd'hui, c'est que l'on soit chrétien, juif ou musulman, c'est que l'on sache que à travers cette nouvelle stratégie, c'est que même ces religions-là vont être dominées, vont être écrasées. Il n'y aura plus de judaïsme parce que le judaïsme va être écrasé par le sionisme. Le sionisme, c'est l'une des branches de la globalisation. Et si vous prenez les musulmans, c'est pareil. S'ils sont écrasés par cette colonisation intellectuelle, comme ce qui s'est passé en Arabie Saoudite, au Qatar, à Dubaï, etc., comment? Juste, raisonnons en 2 secondes. Dernière déclaration de Trump, il veut récupérer les ressources de la Mecque en disant, vous récupérez je ne sais combien de milliards grâce au pèlerinage, moi je les veux. Qui ça? Trump. Monsieur Trump. Trump. Oui. Alors, c'est audacieux comme revendication. Avouons-le quand même. Mais ça veut dire, in fine, que vous soyez musulman ou chrétien ou autre, moi, je veux ma part du gâteau, point barre. Ce que vous réfléchissez, comment les gens vont prier, ils vont avoir les mains droits ou les bras croisés, c'est pareil, qu'ils soient chiites ou sunnites, c'est pareil, ils vont payer la dot, pour ne pas dire une espèce de dû à l'administration américaine. C'est encore une fois l'idée de globaliser, c'est-à-dire, quand il dit à l'Europe, vous allez payer le prix de votre défense. Quand il dit à l'Asie, vous allez payer, la Corée, etc., vous allez payer le prix de votre défense. Moi, je vous assure une protection. Ça me rappelle un petit peu un exemple que j'ai connu quand j'étais jeune. Au port de Tripoli, au Liban, il y avait un type qui... c'était l'oncle de l'un des copains. Il me dit, mon oncle, il est au port, il gagne de l'argent comme ça. Je dis, mais comment il impose sa protection. En réalité, il accorde sa protection au port. Je dis, mais ça veut dire quoi? Il me dit, parce que sinon, les stocks peuvent cramer dans la nuit. Mais oui, mais en réalité, le type, c'est quoi? C'est un racketteur. Il rackette les gens, c'est une sorte de mafia, absolument, et en réalité, c'est une mafia globale. Qui s'appelle l'international oligarchique. Il y a une mafia globale. Et cette mafia peut être à la tête de laquelle il peut y avoir Trump, il peut y avoir quelqu'un d'autre, etc. Mais en réalité, je dirais, l'entrée en fonction de Trump, je ne personnalise pas encore une fois, la veille de son entrée dans ses fonctions, il crée sa crypto-monnaie. Il génère pour 250 millions, c'est peanuts. 250 millions de crypto-monnaie. 48 heures après, ça valait 9 milliards, pardon. C'est-à-dire, en 48 heures, parce qu'il est devenu président, il a empoché à peu près 9 milliards de dollars. Moi, j'aimerais bien gagner la même chose, hein, mais bon, j'en ai pas les compétences, je ne suis jamais président des États-Unis. Mais pour vous dire comment on arrive à globaliser l'information afin de globaliser l'économie, afin de s'emparer des ressources et des patrimoines. Pourquoi dans chaque pays où il y a une guerre, pour effacer ce qui se passe dans la culture, dans la connaissance, dans l'histoire, pourquoi systématiquement il y a un effacement du patrimoine? Systématiquement, destruction totale. L'Afghanistan, la Palestine, le Liban, la Syrie, systématiquement l'Irak, systématiquement la destruction du patrimoine culturel. Et comme, pour l'essentiel, ce patrimoine culturel est véhiculé de manière verbale. Moi, je leur donnais l'exemple en disant, chez nous, le paysan va dire, ben là, à cet endroit-là, il y avait tel roi, ou il y avait tel prophète qui est passé, etc. Et ben, vous effacez la trace, la personne qui connaît l'histoire meurt, il n'y a plus personne qui va véhiculer cette histoire.
À tel point qu'aujourd'hui, même un ami juif, à Mulhouse, c'est un vrai ami, un jour, je lui dis, il y a le tombeau de Joseph, qui n'a rien avec le Joseph des chrétiens. C'est Joseph, le fils de Jacob. Absolument. Et il m'a dit, mais il n'y a jamais eu de Joseph chez les Juifs. Et je dirais, c'est une sommité de la communauté juive de Mulhouse. Il m'a dit, il n'y a jamais eu de Joseph. Je lui dis, si toi tu dis ça, comment veux-tu à ce moment-là revendiquer ce territoire là-bas? Mais c'est la petite plaisanterie, mais en réalité, s'emparer du patrimoine, de la destruction du patrimoine a un intérêt pour la domination des esprits, de l'intellectuel, et puis, bien entendu, de l'information, parce que cette information n'est plus véhiculée. Il y a des vecteurs pour transmettre les informations. Le docteur Haddad est mieux que moi pour le décrire et pour le définir. Si vous effacez les vecteurs, c'est d'abord l'objet, ou l'endroit, ou le lieu, mais aussi les personnes, ou les sources d'information. Mais les sources ont besoin d'un porteur, ont besoin de quelqu'un qui les stocke, entre guillemets. Si vous effacez tout ça, il n'y a plus personne, et on devient tous mondialistes. Et c'est ce qui est en train de se passer, et c'est la raison pour laquelle je parle de colonisation intellectuelle. Oui, il y a un grand intellectuel libanais qui s'appelait Georges Korb, qui était un ministre de l'économie libanais, qui avait travaillé beaucoup avec l'Algérie, avait écrit un livre sur la propagation des idées de l'ultralibéralisme à travers le monde, en disant qu'il avait été frappé, il était lui-même un ancien consultant de la Banque mondiale et il avait beaucoup voyagé, il avait été frappé de retrouver partout le même discours économique, en Afrique noire, au Maghreb, en Asie du Sud, en Asie de l'Ouest, bien sûr en Amérique latine. Et il avait commencé à essayer de comprendre pourquoi ces gens, qui étaient très différents, qui venaient de toutes sortes de cultures, parlaient le même langage économique, avaient les mêmes référents économiques, avaient tous étaient passés par la même formation, celle des MBA, Master of Business Administration, diffusée par les universités américaines au début et qui s'est propagée progressivement à tout l'ensemble du monde. Et cet enseignement a été celui des universités américaines et celles qui diffusaient ces diplômes. Mais il faut parler très fort parce qu'on est vu. J'ai été surpris comment la Syrie est tombée. En fait, on a vu à quel point en fait, les sanctions, les 15 dernières années, en fait, la Syrie, en plus, elle a été agressée par an. Et en fait, je me demandais si l'Iran pouvait tenir le choc, parce qu'apparemment, ils sont sur la prochaine liste. Et en fait, je me demandais si l'Iran pouvait tenir bon, et vu qu'ils sont apparemment les prochains sur la liste, et sur quoi est-ce que l'Iran peut... ouais. Oui. D'abord, pour la question syrienne, je crois que si on essaye de repérer les facteurs qui peuvent expliquer pourquoi la destruction d'un État-nation a été aussi rapide, il y a au moins 3 facteurs qui se cumulent. Ce n'est pas l'un ou l'autre, ça se cumule. Il y a d'abord des contradictions internes à la Syrie, renvoyant au choix politique qu'avait fait Assad et à son rapport à un certain nombre de contradictions sociales, nationales en Syrie. Absolument. Ça, c'est un premier facteur. Mais s'il n'y avait eu que ce facteur, je ne crois pas qu'on aurait eu le résultat actuel. Un second facteur, ça a été effectivement la question des sanctions. Qui sont en lien avec le premier d'ailleurs, puisque les sanctions économiques laissaient peu de marge de manœuvre aussi à Assad, donc ça explique pas tout, mais ça explique la dégradation des conditions d'existence du peuple syrien, la dégradation par exemple des conditions de rémunération des soldats syriens, qui était une vraie réalité. Les soldats syriens, voilà, je sais plus... Ouais, c'est ça. Donc, c'est important d'avoir ça en tête. Et puis, troisièmement, ce qu'un certain nombre de prises de parole, en particulier de responsables iraniens et russes, nous ont fait savoir, c'est que Assad a cru à des promesses du Qatar, et des Émirats, et derrière des États-Unis. En gros, on va préserver la Syrie si, effectivement,
tu acceptes de partir. C'est exactement l'inverse qui s'est passé. Aujourd'hui, la Syrie est balkanisée, hein, c'est ça la réalité, hein, elle est entièrement balkanisée. Est-ce que l'Iran peut tenir le choc? Je pense que déjà l'expérience syrienne, j'espère en tout cas que les leçons en sont tirées, et les liens entre l'Iran, la Chine, la Russie, etc., ils sont au sein des BRICS, et puis l'Iran a une place différente de celle de la Syrie. Donc je pense que ça sera plus difficile sur l'Iran. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de stratégie pour déstabiliser l'Iran. Et je pense qu'il y aura, et je pense qu'il faut qu'on se prépare de nouveau à une guerre scandaleuse, sous une forme ou une autre. La dame, allez, soyons galants. Après vous. Oui. Excusez-moi, je voulais voir un petit peu pardon, la question sous un aspect plus psychologique et éducatif, au sens où on habitue progressivement aussi la population à admettre certains vocabulaires ou certaines idées ou certaines thèses qui n'étaient pas admissibles hier ou avant-hier. La fameuse fenêtre d'Overton, où on déplace petit à petit, on habitue les gens à ce qui était intolérable hier. Et ce qui m'inquiète beaucoup en tant qu'enseignante à la retraite, c'est que aussi on façonne les jeunes à admettre certaines mentalités sans plus beaucoup d'esprit critique. On les habitue, on les éduque à acquérir des techniques, mais plus à analyser quoi que ce soit. Et ça m'inquiète beaucoup parce qu'il y a toute la géopolitique, on est d'accord, mais il y a aussi comment on modèle la façon de penser des gens. Et les médias, en particulier ceux que tout le monde écoute habituellement parce qu'ils sont pressés, ils écoutent ça tous les jours, finissent par s'habituer à ça et à se contenter de ça. Et ça me préoccupe énormément. Et comment est-ce qu'on pourrait aussi renverser la vapeur avec ça? Moi, je suis à moitié sourd, j'entends. Je vais dire quelques mots, mais après je te laisse compléter. Moi, je voudrais rappeler quand même cette leçon que nous a donnée un théoricien antifasciste, Antonio Gramsci, qui a passé la moitié de sa vie en prison, et qui disait que, en réalité, les dominations survivent non pas par la force. La force, elle est nécessaire, mais que s'il n'y avait que la force, nous serions dans un monde sans domination. Parce que le nombre de dominés est plus important que les dominants, et donc ça se serait déjà transformé depuis longtemps. Et il disait qu'en réalité, c'est au niveau idéologique que les choses se gagnent. Et donc effectivement, vous soulignez par une multitude de méthodes l'habitude que en gros, on amène les gens à ne plus penser, à ne plus raisonner, à ne plus être en mesure de contextualiser, à ne plus être en mesure d'interroger. Et là, le processus est vraiment très violent. Sur le 7 octobre, on voit bien la campagne idéologique. Il ne faut pas la contextualiser, a écrit Madame Eva Illouz. Voilà. Si on la contextualise, on est complice. C'est ça qui était mis en valeur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on dit il est interdit de penser. Oui, Voilà. Penser est un crime. C'est ça qui est... Voilà. Et donc, par rapport à ça, il n'y a pas de secret. On ne pourra faire reculer cela que par le développement, mais il y a tellement de tâches à faire, mais pas que le développement d'une contre-éducation populaire. Et donc, il faudra renouer avec des habitudes qu'il y avait dans le passé, qui étaient des espaces dans lesquels les militants faisaient du travail d'éducation entre eux, pour leurs enfants, etc. Il va falloir développer de nouveau ces espaces qui ont reculé, en même temps que le monde actuel progressait ces 40 dernières années. Tous les espaces autonomes ont reculé. Je pense qu'une société sans espace autonome d'éducation, aujourd'hui, est une société qui sera manipulée. Clairement. Et puis, vous voyez bien, dans un pays comme la France, quand les principaux médias, tous les médias en fait, sont entre les mains de 8 oligarques. Il y a 8 milliardaires français qui contrôlent 90% des médias et qui sont en fusion
sans aucune étanchéité avec les médias publics. Absolument. Voilà. Vous avez un appareil de formation de la pensée, ce que Althusser appelait un appareil idéologique d'État qui contrôle de manière absolue l'information et le traitement de l'information. Et ces médias fabriquent ce qu'on appelle une doxa dominante, une espèce de logique qui embrasse tous les secteurs de la vie sociale et politique. Et ces médias vous disent de manière unanime et sur tous les registres, c'est important, sur différents tons, ce qu'il convient de penser. Et vous avez ainsi des choses extrêmement sympathiques qui se passent, notamment en ce qui concerne le féminisme. On est tous d'accord pour le féminisme et ils vous défendent ce féminisme-là, mais en même temps, ils vous vendent une doxa sur la Palestine, où ils vous mettent par exemple au pilori Rima Hassan. Ces derniers jours, on a vu avec quelle violence et quelle unité, c'est ça qui me frappe à chaque fois, c'est l'unité du message, l'uniformité du message. Et quelle vulgarité aussi. Voilà, et donc qui est inoculée dans la pensée collective. Donc il y a ces appareils-là qui sont effectivement extrêmement inquiétants. Et c'est par ces appareils qui fabriquent, c'est ça, c'est la fabrication du consentement. On arrive à obtenir des populations complètement sonnées leur consentement aux pires aberrations. Absolument. Et effectivement, c'est très inquiétant. Et la seule façon que nous avons aujourd'hui de lutter, c'est vraiment ce genre de réunion, ces échanges, ces discussions, c'est aussi le côté positif des réseaux sociaux. Ils en ont de très négatifs, mais le côté positif, c'est qu'on peut échanger des informations qui ne passent pas par le tamis manipulateur des appareils idéologiques de l'État. Vous avez bien vu aujourd'hui, le Parlement européen vient de condamner l'Algérie et d'enjoindre ce pays à libérer immédiatement des prisonniers politiques, dont un écrivain, etc. Bon, on peut dire ce qu'on veut des limites du système algérien et de son côté sclérosé, mais il y a quand même quelque chose d'extraordinaire de voir cet unanimisme, parce que seule la France insoumise et quelques éléments de la gauche européenne ont voté contre ce texte. L'unanimisme de ces représentants parlementaires est extrêmement inquiétant. Et quand on voit que ces gens n'ont absolument pas vu ce qui se passait à Gaza, quand ils n'ont absolument pas protesté devant l'immensité de ce carnage, qui est un carnage pédagogique, parce que je pense que Gaza, c'est quelque chose qu'on nous enseigne à accepter et qui sera reproduit. Donc, il faut comprendre que l'extermination de populations entières est un acte normal, courant, admissible, et que partout où il pourra se dérouler au bénéfice de l'impérialisme, il sera accepté. Voilà. Bien sûr. Je crois qu'il y a des gens qui ont demandé la parole. On va vous la passer. Mais juste, je voulais apporter une petite note psy. Vous avez parlé tout à l'heure de la destruction des nations. En fait, il faut aller, en tant que, dans ma position d'observateur psy, c'est-à-dire que je reçois des gens, ce qui se passe, c'est plus grave que ça. C'est la destruction des gens eux-mêmes, des subjectivités, du désir. Le désir, c'est pas le caprice. Ça, c'est une erreur. Souvent, on confond caprice et désir. Le désir, c'est quelque chose d'exigeant. Par exemple, exiger l'arrêt du génocide à Gaza relève du désir et pas du caprice. D'accord ? Et à tel point, la chose va si loin qu'aujourd'hui, on assiste les conséquences, parce que tout ça va aller très loin et très mal. C'est qu'il n'y a plus de désir en Europe. À tel point... Alors, on parle tout le temps de sexe par-ci, par-là. Mais il n'y a plus de sexe en France. Il y a très peu de sexe. Ou alors des sexes pervers, des trucs tordus. Mais qu'un homme et une femme s'aiment, ça devient... À tel point que la démographie s'effondre. À tel point que le nombre de mariages s'effondre. À tel point que le nombre de couples s'effondre. Donc, on est en train de détruire le désir. Voilà. Je voulais apporter cette note-là. C'est très intéressant. Et c'est comme ça qu'on détruit les nations. Parce que s'il n'y a plus de désir, il n'y a plus de nations. Oui, monsieur. Bonjour. Je suis un ancien colonisé. Donc je suis très sensible à ce qui se passe en Palestine. Et ce qui m'inquiète profondément, c'est ce que Yasser Arafat
avait prévu, d'une manière prémonitoire, juste avant sa mort, où il disait « Je ne veux pas que les Palestiniens soient les peaux rouges du Moyen-Orient. » Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Moi, j'ai un certain âge, donc je me souviens de tout ça. Donc, aujourd'hui, je me pose la question. Israël est un pays colonialiste. Je sais ce que c'est le colonialisme. On va pas, vous l'avez bien décrit. J'en ai même souffert. J'en ai profité d'un autre côté, parce qu'il y avait des aspects culturels qui étaient là. Mais ce n'est pas Israël qui m'inquiète. Ce sont tous les pays arabes autour, dans lesquels j'ai voyagé à une époque où on allait boire le thé, non pas dans un building, mais sous une tente. Vous voyez le chemin. Et aujourd'hui, je me dis, mais le principal ennemi de ces pauvres Palestiniens, de ce pauvre peuple, je dis pauvre, mais il faut lui rendre hommage d'un autre côté, ce sont ces pays, mais je dirais pas les pays, je dirais les régimes qui sont en place. Parce que les Palestiniens, lorsqu'ils se sont déclarés indépendants, ils sont allés à Alger. Ils ne sont pas allés en Jordanie ou à Riyad. Et mon impression, c'est que ces pays adhèrent à ce que vous venez de décrire, à ce système global, américanisé, enfin bon, parce que ça leur fait peur qu'un petit peuple comme ça, d'abord, est aussi résistant, on n'est pas arrivé à le détruire, et surtout qu'il représente un exemple formidablement révolutionnaire, parce que si vous regardez la carte et vous regardez les régimes politiques qui sont en place, ils ont du mal à accepter. Ils ont du mal à accepter que les Palestiniens forment un État et deviennent un danger pour eux. Voilà, c'est sur ça que je voudrais savoir ce que vous en pensez. Merci. Non seulement je suis d'accord, mais au-delà de moi, si vous lisez un peu les analyses qui sont faites dans beaucoup de pays par les organisations qui se disent de gauche, beaucoup de pays arabes, des organisations qui se disent de gauche, vous voyez qu'il y a un rapport à la question palestinienne qui est, alors, y compris quand ils vont pas très loin, mais il y a au moins un aspect commun, qui est la compréhension que l'avenir de leur propre projet de société dépend de la question palestinienne. Dans la gauche libanaise, par exemple, les débats que j'ai avec les amis de la gauche libanaise, ils disent tous l'avenir du Liban est impensable sans la résolution de la question palestinienne. Qui en Syrie aujourd'hui, à part ceux qui sont au pouvoir, pourrait penser que la Syrie va retrouver une stabilité avec le brûlot palestinien à côté? Donc le sort des peuples arabes et de la région est lié à ce que va devenir la question palestinienne. Est-ce qu'ils vont devenir des peaux rouges? Ça dépend aussi de nous. Moi, la principale leçon que je tire de la dernière séquence, c'est que le rapport de force pour amener les États-Unis, l'Europe à lâcher Israël ou en tout cas à prendre de la distance, c'est lorsqu'ils perdront à continuer de le soutenir. Et donc ça renvoie, une partie de la solution n'est pas en Palestine, elle est ici. Elle est en Suisse, elle est à Paris, elle est aux États-Unis, etc. Et donc c'est ça qu'il faut qu'on construise. En réalité, il faut qu'on fasse de la Palestine ce qu'a été la question du Vietnam, parce que malgré le génocide, on n'a pas encore un mouvement comme on a connu sur la question du Vietnam. Donc, ou de l'Afrique du Sud, oui. Ou de la côte. Pour en revenir à vos séjours sur ces États arabes, il y a eu un parallèle historique que je trouve très intéressant, peut-être un peu un éclairage historique, hein. Ce n'est pas du tout une comparaison. Ces États arabes actuels, ces petites principautés satrapiques du Golfe, ce royaume wahhabite, même cette Égypte un peu incertaine, elle n'est pas sans évoquer ces petits royaumes qui ont caractérisé la fin de l'Andalousie musulmane. Absolument. Los Reyes de Taïfas, les rois de Taïfa, Moulouk Taïfet, qui eux aussi
Oui. avait partie liée avec la reconquête d'Isabelle et Ferdinand, et qui ont trahi leur population, qui ont passé des contrats avec l'envahisseur aragonais. Voilà, oui, oui, bien sûr. Et donc, vous voyez, aujourd'hui, je trouve qu'il y a une similitude un peu étrange entre le déclin de l'Andalousie musulmane à la chute du califat omeyyade de Cordoue et ce qui se passe très précisément Absolument. aujourd'hui. Il y a quelque chose de comparable. Et peut-être, et ça je ne le souhaite évidemment pas, mais peut-être que l'échéance risque de ressembler, l'échéance finale risque de ressembler à ce qui s'est passé en 1492, c'est-à-dire à un écrasement, à un effacement et à une disparition de ces entités-là. Donc ces petits rois de Taïfa qui aujourd'hui croient assurer leur survie en soutenant les plans impérialistes sionistes de la région, ils seront à la fin les Bien sûr. dindons de cette farce-là. Absolument. Sauf que l'Égypte, c'est quand même 100 millions d'habitants. C'est pas une taïfa, l'Égypte. C'est bon, on s'arrête. Il y a le monsieur là-bas. Allez. Il y a le monsieur qui voulait poser une Bon, question allez, depuis allez, tout à les deux l'heure. dernières. Les deux dernières questions. Bonne dernière question. Oui. Voilà. Monsieur. Tu veux le tenir? Merci beaucoup. Juste une mini parenthèse. Je sais que vous admirez la Suisse, et c'est très bien. Il y a certainement des côtés positifs à la Suisse, mais la concentration des médias en Suisse, elle est certainement aussi forte qu'elle est malheureusement en France. Quelques groupes qui tiennent la majorité des médias. Donc de ce côté-là, c'est pas beaucoup mieux, c'est pas beaucoup reluisant. Ça, c'était la petite chose. Et puis pour en revenir peut-être au droit international, moi j'avais quand même un petit espoir par rapport à l'ICJ, hein, la Cour de justice internationale. Et puis là, ils viennent d'élire comme présidente pour 3 ans la seule qui s'était opposée lors de la dernière décision qui disait qu'il y avait un potentiel génocidaire, Julia Sebutinde, je crois qu'elle s'appelle la présidente juge de l'Ouganda. Voilà, c'est ça. Et puis, du coup, ça me fait peur parce que pourquoi élire la seule, finalement, qui allait dans le sens inverse? Je vois une ingérence poindre à l'horizon. Et puis, du coup... Antoine, la vice-présidente. Ah, c'était... Ok, d'accord. C'était prévu comme ça. D'être nommé Premier ministre au Liban. Alors, automatiquement, le vice-président... D'accord, ok. Alors, ça peut expliquer par le processus, mais néanmoins, ma question est la suivante, c'est y a-t-il quelque chose à attendre de l'ICJ dans ces prochaines années où, comme vous l'avez dit, la porte et l'espoir, la porte de sortie pour le malheur palestinien se trouve plutôt dans une espèce de soulèvement occidental qui mettrait la pression sur son gouvernement pour lui faire comprendre qu'il y a plus à perdre qu'à gagner en soutenant Israël. Merci beaucoup. Alors, de toute façon, il faut qu'on parte sur ce dernier aspect. Parce qu'il faut qu'on se pose la question de qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est agir pour qu'un jour, un chef d'État français hésite à continuer de soutenir Israël parce qu'il a peur de la réaction de son opinion publique, parce qu'on a suffisamment développé, etc. Ça, c'est un incontournable, ce qui n'empêche pas le premier aspect de la question, qui est sur la question du droit international. Moi, je pense qu'il faut l'utiliser tout en n'ayant pas d'illusions. Faut avoir en tête quand même quelques exemples historiques. Par exemple, qu'est-ce qui fait que quand la SDN se crée, dans le mandat britannique, il y a la déclaration Balfour. Quand même. On a un texte de droit international qui introduit une lettre privée et qui en fait un élément du mandat. C'est un coup d'État juridique. C'est un scandale complet. Qu'est-ce qui fait ça? C'est quoi la SDN? Qui finance la SDN? C'est quoi les deux grands États? C'est la Grande-Bretagne et la France. Et qui sont tous deux, au même moment, on négocie les accords Sykes-Picot, et au même moment, ils ont besoin d'un État vassal local. Eh bien, le droit international va refléter ça. En 1948, au moment du vote, en 1947, à 2 réunions d'intervalle qui sont séparées de 10 jours, on passe d'une majorité qui est contre la création de 2 États à une majorité qui est pour la création de 2 États. Entre-temps, il y a une dizaine d'États, et lesquels? Des micro-États dépendants entièrement des États-Unis, des îles, etc. Dans le livre, je donne la Micronésie. Je donne point par point et ce qu'on sait du changement de vote en 10 jours.
on voit bien que là, le droit international a été complètement lié à oppression, à la violence, etc. Donc il faut à la fois utiliser la séquence actuelle pour aller le plus loin dans l'utilisation du droit international, tout en sachant que c'est notre rapport de force qui fera que c'est possible. Si nous ne sommes pas capables de tisser du rapport de force, ils vont dévitaliser même les petites avancées qu'on a pu avoir ces derniers temps. Donc voilà, ça dépendra aussi de nous. Une petite remarque rapide. Pendant ce vote, les Français qui n'avaient pas voté pour la proposition de partage ont été menacés de voir ces crédits du plan Marshall, certainement vous le savez, suspendus, et elle est revenue. Donc il n'y avait pas que des petits États. Merci. Pardon. Non, mais juste une précision par rapport à ce qu'il avait dit. Je suis obligé de parler dedans, Maurice. Par rapport au tribunal international qui a condamné, il y a le docteur Hassan Jouné, qui est docteur en droit international, qui est connu aussi à l'ONU, qui a dit que ça ne suffira jamais, mais qu'il faut l'action des gens à côté, soit par les médias parallèles, soit par les rassemblements, etc., une forte pression. Sans ça, il ne faut pas s'attendre à grand chose. Et une dernière chose, quand il disait que le peuple palestinien, est-ce qu'il va finir comme les Indiens? Certainement pas, pour une chose très simple, c'est leur terre. La plupart des gamins que vous voyez, leurs parents étaient tués sur les décombres. Tous les gamins se lèvent et ils disent « Moi, j'ai 7 ans, je m'appelle Tinia, je suis né à tel. Je suis à tel endroit en Palestine. C'est leur terre. Ils versent le sang pour pouvoir rester sur leur terre. Les Israéliens, entre guillemets, c'est pas leur terre. Ils ne restent pas là. Sauf, bien sûr, c'est les Israéliens qui sont nés là-bas, qui sont descendants de parents là-bas, c'est leur territoire aussi. Après, c'est une... voilà. Mais les Palestiniens partiront pas, ce pas des Indiens. Les Indiens n'existent plus aux États-Unis. Les Indiens ne sont pas partis, on les a... Non, non, ils sont là, mais voilà. Mais ils se laissent leur pas terre, faire. monsieur. C'était leur terre, quand même. Dans tous les cas, merci à tous. Merci beaucoup. Vous voulez réagir à la Très dernière intéressant. Merci beaucoup à vous tous. Et à une prochaine réunion. On a pu montrer les slides et puis le minute Alors, de silence. il y a, les camarades proposent de vous montrer quelques diapositives, quelques slides. Et à la suite de cette projection de slides, on fera une minute de silence en hommage à tous ceux qui ont perdu la vie à Gaza. C'est ce que je voulais faire au début. Et on va se mettre là-bas Oui, pour les voir. Oh, ça va aller.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. comme Shuhada. Merci à la Commission islamique des droits de l'homme. Merci beaucoup. Si certains veulent me donner le livre, il est là. Merci beaucoup. Vous l'avez là? Ouais.